Bonsoir à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette émission politique. Ce soir, je reçois Georges Boucard, qui est le coordonnateur général du PARE. Avec lui, nous ferons un tour de l'actualité et puis nous irons plus loin à partir de questions. Georges Boucard, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Iblis, bonsoir aux téléspectateurs de Canal 10. Canal 10 qui fait un travail formidable, notamment pour nous expliquer, pour nous donner la parole dans cette crise sociétale que nous traversons suite à cette pandémie. Et je salue le courage des dirigeants de Canal 10 qui, je sais, et ça je veux le dénoncer publiquement, subissent actuellement des pressions. Mais ce média, j'appelle donc le peuple guadeloupéen à être très vigilant parce que Canal 10 joue un rôle d'information que ne jouent pas toujours les autres médias qui sont plutôt dans la parole officielle et dans le pro-vax. Donc Canal 10 donne la parole à tout le monde et ça je voulais le signaler publiquement et dire aux dirigeants de Canal 10 et à la rédaction de Canal 10, aux journalistes de Canal 10 de tenir bon parce qu'il faut dans une démocratie entendre tous les points de vue. Alors soyons vigilants, peuple guadeloupéen, parce que ce média fait un travail qui peut déranger certaines fois, mais qui est important dans le débat démocratique qui nous traverse aujourd'hui, dans le débat sociétal qui nous traverse aujourd'hui. Georges Boucard, avant d'aller un petit peu plus en avant sur les questions, une actualité quand même, on va dire, qui est encore d'actualité, le décès de Lucette Michaud-Chevry. Alors, que pensez-vous de cette femme politique qui s'en est allée? Honnêtement, est-ce que c'est quelqu'un que vous avez aimé? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez apprécié? Peut-être adulé, je dirais? Adulé, non, n'est pas le terme. C'est quelqu'un avec lequel que je connaissais, parce que moi, je suis né dans le milieu politique, et Lucette Michaud-Chevry, qui était une très grande dame politique, hein, qui a joué un rôle important dans le paysage politique guadeloupéen. Donc un hommage particulier, un petit recueillement pour elle et sa famille, notamment sa fille et ses enfants, ses petits-enfants. Elle a joué un rôle important en Guadeloupe, nul ne peut le nier. Et on a vu l'étendue des hommages national, local, qui a suivi son décès. Moi, j'avais la chance de l'avoir côtoyé à l'occasion, parce que dans une autre vie, j'étais responsable de centre de formation professionnelle, et la région était en charge de la formation, et toujours en charge de la formation professionnelle. C'est à ce titre-là qu'elle avait, après Félix Proto, eu l'occasion de travailler avec moi sur l'élaboration du schéma de la formation professionnelle en Guadeloupe. Et nous avions à l'époque travaillé sur des sujets sociétaux, notamment le plan de mutualisation, de mensualisation des dockers, donc qui est un passage important. Lucette Michaud-Chevry, c'était quelqu'un qui disait les choses. Et elle avait une faconde et un humour à nul autre pareil. Je me rappelle d'une formule qu'elle avait. Elle me disait, genre, vous savez, en Guadeloupe, 3 B étaient pour veiller. Alors, je lui dis, mais quoi? Elle dit, ouais, les 3 B. Je lui dis, mais Lucette, madame la présidente, 3 B. Les 3 B, c'est quoi? Mais en Guadeloupe, 3 problèmes essentiels. Là, on règle ça, on règle tout vite. Boule, problème à boule, problème à banane, problème à bicyclette. Là, on règle ça, on règle tout problème. Donc, c'était une femme qui avait le sens de la formule et qui était aussi qui avait le sens du pays. Et la déclaration de Basse-Terre reste un moment important que nous avons malheureusement loupé. Nous avons pris 20 ans de retard sur l'évolution. Alors c'était l'une des questions, est-ce qu'il faut remettre au goût du jour la déclaration de Basse-Terre? Mais il faut aller plus loin que la déclaration de Basse-Terre. Aujourd'hui, en tout cas, nous, le PARE, en tant que parti politique, nous prônons désormais plus que jamais l'autonomie institutionnelle de la Guadeloupe. L'autonomie
alimentaire, l'autonomie énergétique qui doit amener à plus d'autonomie politique, puisque nous voyons bien que la crise du Covid reflète la fin du jardin d'Étienne, pour employer une expression créole. Nous sommes arrivés au bout, c'est-à-dire que aujourd'hui, plus que jamais, le pouvoir doit nous ressembler, la justice doit nous ressembler, les institutions doivent être gérées par des gens qui comprennent la socioculture du pays dans lequel ils sont. Le peuple guadeloupéen décidera des étapes, mais l'objectif, c'est plus que la déclaration de Basse-Terre, c'est poser les bases d'une assemblée constituante et en écrivant le fameux article 97.1 qu'avait produit Joseph Borrell dans la campagne, en prenant le temps, 3 ans, c'est pas trop long, pour écrire ce texte qu'on soumettra à référendum pour une large autonomie. Il n'est pas normal que la pandémie soit gérée par des gens qui ne comprennent rien à notre socioculture et qui prennent des décisions qui vont à l'encontre même de ce que nous sommes. Comment oui, mais j'entends, Georges Boucard. Oui. Vous parlez de l'État, vous parlez des représentants de l'État, mais nous avons des élus qui ne sont pas muselés, des élus qui peuvent réagir. Mais les élus réagissent, mais regardez, l'organisation même de la gestion de la crise Covid. Comment se fait-il que les élus, on les voit en cercle fermé avant la conférence de presse, qui parle, le préfet, la directrice de l'ARS, la rectrice. 3 personnes qui sont exogènes à notre culture. C'est un fait, c'est visible. Et par rapport à ça, alors que les élus, ils sont dans une salle à côté, ils ont discuté, le maire, le président de l'Assemblée, les maires, les élus, et on vient porter la parole. Alors qu'à la Martinique, on a le représentant de la collectivité unique qui parle en même temps que le préfet. Il n'y a pas de... le président de région, le président du département, normalement, aurait dû être à côté. Et ça aurait donné plus de crédit à cette parole. Parce que ce sont des gens qui nous ressemblent. Mais j'entends Georges Boucard, et c'est une émission de toute façon où il faut dire les choses. On dira les choses. J'entends ce que vous dites, mais est-ce que aujourd'hui, on peut se dire que nos élus sont muselés, n'ont pas la possibilité de s'exprimer, ou est-ce que, selon vous, il y a un manque de courage politique? Expliquez-nous un petit peu comment vous abordez la question, puisque vous dites que l'État impose et que les élus ne peuvent pas s'exprimer. La situation institutionnelle telle qu'elle est aujourd'hui, nous sommes une région monodépartementale, avec un préfet de région dont les pouvoirs déconcentrés à l'issue du nouvel acte de décentralisation, à l'issue de la nôtre, ont été considérablement renforcés. Donc on a raccourci le manche du marteau, mais quand on raccourcit le manche du marteau, il cogne encore plus fort, je veux dire. Et on l'a vu avec le management étatique du prédécesseur de M. Rochat, M. Gustin. On l'a bien vu qu'il y a une manière quasi autoritaire d'imposer un certain nombre de choses. M. Rochat, c'est pas le même homme, c'est pas la même personnalité. Mais celui qui l'a précédé n'a pas hésité à interférer carrément dans le jeu politique de la Guadeloupe, alors que le préfet est un fonctionnaire. Et c'est Gaston Defferre, quand il a créé la décentralisation, qui disait, il voulait même, je me souviens d'une conversation qu'il avait eue avec Frédéric Jalton et d'autres personnes lors de sa visite. Il disait, bon, il faut même penser à ne plus l'appeler préfet, mais commissaire de la République. Donc, pour bien montrer que le pouvoir local a tout son poids. Alors, est-ce que aujourd'hui, nous sommes un peu corsetés par des institutions qui sont allées au bout. Et la crise Covid le révèle, c'est cruellement. Et
on ne peut plus rester dans ce statu quo doudouiste, départementaliste. C'est terminé. En tout cas, d'où le pari, nous nous battrons politiquement pour que le peuple guadeloupéen comprenne avec une pédagogie, c'est vraiment le E de l'éducationnel, faire en sorte que la part locale dans l'éducation nationale, l'éducation régionale doit être beaucoup plus importante. Quel est le poids du pari aujourd'hui dans l'espace politique? Mais le pari, c'est un jeune parti. Mais ce n'est pas parce que nous sommes. La valeur n'attend pas le nombre des années, comme disait le poète. Donc, nous, on dit les choses. On ne mettra pas on ne fera pas comme certains, on ne mettra pas la poussière sur le tapis, parce qu'à force de mettre la poussière sur le tapis, ça fait un tas, et un jour, tous collectivement, on va tomber dans une dramaturgie, parce que les problèmes sociaux en Guadeloupe sont si prégnants, les inégalités se creusent, et on le voit de plus en plus. La crise le révèle. Certains profitent de la crise. Des concessions de voitures d'hyper luxe, une ultra richesse qui côtoie une ultra pauvreté dans un rayon de moins de 5 km. Prenez n'importe quelle partie du territoire de la Guadeloupe, faites une cartographie, à 5 km d'Ampierre côtoie Grand B. Vieux-Bourg côtoie les hauts de Dugazon. Et un jour, si on n'y prend pas, on y prend garde, eh bien, on aura une situation à la jamaïcaine. C'est-à-dire que ce qu'on appelle downtown, Badibou, qui est monté à chercher l'argent. Et ils le font déjà. On le voit. Il faut qu'on puisse ne pas regarder la société guadeloupéenne telle qu'elle est. Et ce que justement, est-ce qu'il ne faut pas être réaliste, la regarder telle qu'elle est? Mais oui, il faut la regarder telle qu'elle est. Oui, mais à force de ne pas vouloir la regarder, on met les problèmes sur le tapis. Il y a quelques années, j'avais demandé au service de l'État, après 2009, de mettre en place une publication de l'indice de Gini. C'est-à-dire l'indice de Gini, c'est un indicateur qui mesure les écarts de revenus entre les hauteurs de revenus, entre les plus fortunés et les moins fortunés. Et on mesure les prix. On a mis en place le bouclier prix suite à la loi Lurel, suite aux accords du LKP, mais les revenus, il faut aussi observer les écarts de revenus, parce que c'est l'évolution de l'indice de Gini permet de prévoir et de pressentir les crises sociétales. Nous l'avions fait dans le cadre d'un cercle d'études en 2004, et nous avions prévu que la déflagration, nous avions averti les services de l'État que... Quand vous dites nous, un certain nombre de chercheurs en sciences sociales, nous étions réunis dans le cadre de recherche ici et ailleurs, avec des scientifiques locaux et ailleurs, notamment le LID et autres, d'autres universités, et nous avions prévenu qu'il allait y avoir une déflagration. En 2004, 5 ans après, ça s'est produit. Nous n'étions pas surpris, parce que les sciences sociales ne sont pas une science exacte, mais il y a quand même des indicateurs qui permettent de montrer les tensions sociétales. Nous sommes dans un pays d'inégalité, dans un petit territoire, et je dis aux ultra-riches qu'ils ne pourront pas cacher leur richesse. Le pays est trop petit. On n'est pas comme aux États-Unis. Donc vous dites que les riches donnent aux pauvres? Je dis qu'il y a un problème de redistribution dans ce pays-là qui est de plus en plus flagrant. Alors comment faire pour qu'il y ait plus d'équité, plus de justice alors? Déjà, par exemple, je dis au MEDEF, commençons à signer les accords de branche. Il n'y a pas de convention collective dans ce pays-là. Comment voulez-vous qu'il y ait une pacification des rapports sociaux si les instruments de cette pacification qui consistent à mettre en place des conventions collectives, des accords de branche, ne se font pas en pleine pandémie? Monsieur Véal-Collé dénonce un des rares accords que nous avions dans l'hôtellerie. Il dénonce unilatéralement, en pleine pandémie, cet accord sur l'hôtellerie. Et entre-temps, le même fait une acquisition avec les fonds de l'État sur Corsair.
Mais vous ne voyez pas qu'on va où on va dans le mieux. Alors les gens, alors les syndicats, les organisations syndicales vont rester là, patientes, on leur demande d'avaler. On détricote le droit social, on facilite le droit à licencier et on veut que les gens restent pacifiquement là à tout accepter. Non, je crois qu'il est nécessaire, avant une explosion sociale qui ne va pas tarder en Guadeloupe, si on y prend garde, de réunir ces acteurs sociaux, de nous mettre autour de la table, tous collectivement. Aujourd'hui, Georges Boucard, est-ce que vous vous considérez comme un lanceur d'alerte? Mais il y a longtemps que je lance l'alerte sur les écarts de revenus. Parce qu'on a mis un observatoire. L'INSEE, il faut que l'INSEE fasse son travail. Elle le fait sur les prix. Mais en plus, on lui a rogné beaucoup de moyens. Je prends un exemple. Le ministre des DOM à l'époque, il fait une loi, ensuite il devient parlementaire, il fait Victorine Lurel fait une loi avec Hélène Vainqueur sur le sucre. La quantité de sucre dans les aliments qui sont autrement plus, les taux de sucre sont autrement plus importants que ceux qui sont dans les sodas en France hexagonale. Les décrets, 3 ans pour publier les décrets, 3 ans, en 2013 à 2016, on ne publie pas les décrets, et ensuite le gouvernement réduit considérablement les moyens de la direction de la répression des fraudes, du contrôle des GCF. On réduit, alors on fait une loi, mais on ne met pas les moyens de contrôler. Donc l'import aux distributions et ceux qui produisent des sodas sur la Guadeloupe, on continue à nous mettre du sucre dans les sodas de manière complètement exponentielle. Et à tel point aujourd'hui que le fameux rapport demandé par le Sénat sur ce taux de sucre pour le contrôle, parce que le Sénat contrôle l'action du gouvernement, les parlementaires contrôlent l'action du gouvernement, et bien là, tout le monde est gêné. Tout le monde se regarde ses chaussures parce qu'on sait que c'est explosif. On va comprendre pourquoi on a autant de comorbidités. Tout est lié en Guadeloupe. Comorbidité. Pourquoi il y a autant de diabète? Pourquoi il y a autant de personnes? Vous avez qu'à voir le carnaval. Regardez le corps c'est une occasion de dénuder les corps. On voit les personnes, on voit l'obésité qui défile dans les rues. Et nos enfants, on nous a mis KFC, McDonald's, toutes ces chaînes qui favorisent la malbouffe. Mais il y a KFC, McDonald's un peu partout, hein? Oui, je veux dire que oui, mais il faut aussi... pour KFC, McDonald's, ils ont commencé à comprendre. Donc, ils font aussi de la prévention, ils font aussi des messages pédagogiques. Mais que mettons en face de KFC, McDonald's, tout ce que vous voulez, il faut déjà fast-food, que mettons face à ça? Parce que j'entends bien, Georges Boucard, oui, on nous met, mais en tant que Guadeloupéen, on a quand même cette possibilité de créer, on a quand même cette possibilité de trouver des solutions pour mettre face à ce qui dérange. Mais d'autres le font, d'autres Guadeloupéens bien conscients, des jeunes entrepreneurs guadeloupéens, Fabien Youyou par exemple, et d'autres ont bien compris, dans leur glace, ils réduisent, ils ont commencé à réduire le taux de sucre. Et d'autres producteurs locaux ont bien compris qu'on ne pouvait pas continuer à empoisonner quelque part et une fabrique à obèse. Donc, et voilà le rôle de l'ARS. Voilà, une mission qu'il faut lui confier. Continuer à mettre ces messages, continuer à financer les associations de prévention contre l'addiction au sucre, parce que c'est une addiction. Continuons, comme l'addiction à l'alcool, c'est aujourd'hui une addiction. Mais nous donnons à la direction de la répression des fraudes les moyens de contrôle. Alors aujourd'hui, en Guadeloupe, nous avons des lanceurs d'alerte. Vous avez dit que vous êtes lanceur d'alerte depuis tantôt. Non, moi je ne suis pas lanceur d'alerte. Je suis tantôt. Non, je ne veux pas qu'on réduise mon engagement politique à un lanceur d'alerte. Je dis que politiquement, il faut que nous ayons les moyens d'exercer localement le pouvoir
ici sur un certain nombre de sujets. Alors, est-ce qu'on ne peut pas dire, Georges Bouka, que Éric Coriolan, Moun Guadeloupe, vous-même, c'est le même combat? Moun Guadeloupe, je ne sais pas. Moi, Moun Guadeloupe, j'ai toujours été très suspect, et je le répète, j'ai rencontré le responsable de Moun Guadeloupe, très suspect sur la genèse et qui est derrière ça, qui manipule ce groupe-là. Moi, je trouve qu'ils ont un accès extrêmement facilité à toutes les réunions publiques où il y a les services de l'État. Et alors que quand le LKP se déplace, quand Idio Mouta se déplace, on a 6 agents des renseignements généraux qui le suivent. Donc, et ceux-là, ils rentrent dans toutes les réunions où il y a le service de l'État. Moi, ça me paraît extrêmement suspect. Je rappelle, et ça, je prends mes responsabilités en disant qu'il y a dans ce pays de Guadeloupe, il y a des choses qu'il y a le dessous des cartes qu'on ne voit pas. Il y a des petites officines qui sont placées dans certains lieux de Guadeloupe qui ont un jeu anti-républicain. Ils sont noyautés par des personnes de l'extrême droite en Guadeloupe. Ils sont arrivés, ils sont fonctionnaires, ils sont arrivés en Guadeloupe et ils ont un jeu qu'il faut qu'on y fasse garde. Parce que ces gens-là ont une capacité à manipuler l'opinion, à lancer des faux lanceurs d'alerte, justement, qui manipulent l'opinion de Guadeloupe en montant les Guadeloupéens les uns contre les autres. Comme par hasard, Moun Guadeloupe a une position absolument hostile au syndicat UGTG, et Moun Guadeloupe va faire du désordre dans le local de l'UNSA, par exemple, un syndicat. Alors moi je veux bien, mais derrière tout ça n'est pas clair. Et tout ça mine la République, mine le système démocratique dans lequel nous sommes. On a bien vu au plus haut sommet de l'État, un de ses collaborateurs, M. Benalla, dont le procès est en cours actuellement, là, on voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans cette République en marche. Il y a des choses qui ne sont pas claires. Donc, Moun Guadeloupe peut être un suppôt de la République en marche? Je ne sais pas si c'est un suppôt. Moi, je ne sais pas ce que je dis. Je dis que il y a des faits contre dénonce Mediapart et d'autres républicains de droite comme de gauche, parce que dans cette République, il y a encore des républicains de droite comme de gauche, et nous sommes absolument vigilants, et nous sommes vigilants pour dénoncer ces officines de sacs de nœuds et de cordes qui manipulent l'opinion en lançant des espèces de lanceurs d'alerte, de faux lanceurs d'alerte, en les alimentant. Il y a des émissions, notamment depuis Bordeaux, des gens qui sont interdits de séjour en Guadeloupe, qui ont un casier judiciaire long comme mon bras, et qui, comme par hasard, ont des informations. Moi, je n'y crois pas. Vous parlez de qui? Moi, je parle d'une certaine pause quelque part, pause filtre ou sans filtre. Je ne sais pas si c'est du filtre à café, si c'est du Tefal ou pas du Tefal. Mais en tous les cas de cause, tout ça n'est pas très clair. Et certains républicains dont je fais partie, nous serons toujours extrêmement vigilants sur ces espèces de personnes qui sont alimentées, qui ont des informations complètement précises sur des dossiers d'affaires qui sont en cours d'instruction. Donc c'est extrêmement grave. Et je prends mes responsabilités en disant ça. Il y a des fuites qui ne sont pas des fuites. C'est quoi alors? Non, qui ne sont pas des fuites, c'est ceux qui sont alimentés, parce qu'on sait que ces personnes-là ont une certaine audience, ils ont 12 000, 13 000 followers, donc on sait que ça va créer une espèce de tension sociétale dans le petit pays de Guadeloupe que nous sommes. Et certes, vous savez, hein, on dit toujours que il faut diviser pour régner. Donc tout ça n'est pas innocent, et en tout cas, certains républicains extrêmement qui ont une vigilance, nous,
on le dira. On n'aura pas peur de dire que ça, c'est pas la République sur laquelle on appuie. Donc là, on enlève Moun Guadeloupe. Non. On parle d'Éric Coriolan et vous, c'est vraiment le même combat. Vous êtes sur le même socle. Non, c'est pas. On partage un certain nombre d'idées. On partage un certain nombre d'idées parce qu'on partage un certain nombre de valeurs sur la République, sur ces valeurs républicaines dans l'État dans lequel nous sommes jusqu'ici. Et nous disons au peuple guadeloupéen, nous disons au peuple français de l'Hexagone de faire attention. On glisse vers un libéralisme autoritaire. Et d'ailleurs, on n'est pas le seul à le dire. Moi, j'appelle les gens à lire ce livre de Grégoire Chamaillou, La société ingouvernable, une généalogie du libéralisme autoritaire, qui explique dans quoi on est en train de glisser si on y prend garde. Avec un autoritarisme sous couvert de loi, et bien voilà, maintenant on instaure un pass sanitaire, on instaure une obligation vaccinale, c'est-à-dire que les lois qui protégeaient les patients, à savoir avoir une liberté de choisir son traitement, progressivement, eh bien, on encadre ça, et derrière, pour faire des citoyens qui n'auraient plus le droit de contester. Et chaque fois qu'il y a un mouvement de contestation qui se met en place, on parle de complotisme, on parle d'extrémisme, on fait une loi sur le séparatisme, on fait un certain nombre de lois liberticides. Donc il faut que les citoyens guadeloupéens, en tout cas ceux du peuple guadeloupéen, soient extrêmement vigilants sur ces dérives. Alors vous êtes friand des réseaux sociaux, mais si j'ai bien compris, oui, vous dénoncez aussi ce qui circule. Alors comment trouver la mesure, puisque je regarde ce que vous dites, et vous êtes, je dirais, vraiment omniprésent sur les réseaux sociaux. Absolument. Alors pourquoi je suis présent? Alors les réseaux sociaux ne sont que la résonance de la société, bien sociaux. Moi je fais un peu de sociologie, la société dans laquelle nous sommes, dans une société où de la révélation entre guillemets, tout ce qui était caché sera mis sur. Mais comment faire le tri dans ce qui est et ce qui n'est pas? Là, il faut recouper l'information, voir plusieurs sous-informations. Moi, je prends le temps, parce que j'ai accès à un certain nombre de réseaux, de regarder, par exemple, l'information de l'arrivée des talibans traitée par la chaîne Al Jazeera, une chaîne arabe, et la même information traitée par la chaîne américaine CNN. C'est pas du tout le même point de vue, et à vous en tant que citoyen de vous faire. Est-ce que vous pensez que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux ont la possibilité de faire des recoupements pour se dire oui, ça c'est vrai, oui, ça c'est pas vrai? Mais est-ce que quand on prend une information sur les réseaux sociaux, on ne donne pas un maximum de crédit? Non, mais l'information, le journalisme, vous êtes de la presse, chère Yvelise, en fait, vous savez bien que l'information n'est pas objective. L'information est forcément subjective. La façon dont moi je perçois, de mon point de vue, la façon dont moi je perçois une information, la façon dont vous la percevez, elle est complètement différente parce que mais à la base, quand on divulgue l'information, la base, c'est une base qu'on a vérifiée, en tout cas qu'on est censé avoir vérifiée. Tout à fait. Mais après la perception de chacun, tout à fait. Ok, mais la base, c'est une base vérifiée. C'est une base. Est-ce que sur les réseaux sociaux, justement, on trouve cela? Pas plus que dans la presse. Pas plus que dans la presse. Hier, Guadeloupe Première a montré une image de personnes soi-disant mortes dans son fauteuil à crise cardiaque. Cette personne-là, ses parents commencent à gueuler, à pleurer, disant que c'est une image, la dame est morte depuis 2020. Donc l'information, il faut toujours être extrêmement critique et ne jamais prendre rien qui est ni sur les médias officiels, ni sur tous les médias en général. Il faut avoir une distance et à prendre le temps de l'analyse et ensuite à recouper l'information. Le point de vue
je rappelle toujours, fondamentalement, je dis toujours ça, pour le point de vue, c'est important. Du point de vue de nos ancêtres taïnos, du point de vue de nos ancêtres arawak, Christophe Colomb, quand il débarque en Guadeloupe, pour eux, c'est un perroquet aux dimensions jamais vues. Il est habillé en vert, il a un chapeau rouge, il dit, oh. Donc, la perception, elle est importante. Qui parle à qui? D'où je parle? Quand je m'exprime d'ici, je m'adresse à qui? Et quand l'information vient de la France hexagonale, elle s'adresse à qui? On n'a pas. Il y a des perceptions qui sont différentes. Il y a une analyse et il faut avoir la capacité. Et ça, il faut prendre le temps de se documenter, de lire, de rechercher pour se faire sa propre opinion. Alors là, vous parlez à une catégorie de la population, vous parlez à certaines personnes, mais moi je veux rester basique. Mais basique. D'accord? Mais le peuple guadeloupéen, contrairement à ce qu'on pense, et ce que je dis, le peuple guadeloupéen est un peuple qui a un sens politique extrêmement aigu, beaucoup plus aigu qu'on ne le pense. Le peuple guadeloupéen se fait sa propre opinion. Contrairement à dire que les gens ne lisent pas, les gens lisent. Les gens, quand on distribue notamment ces jours-ci les tracts du LKP contre l'obligation vaccinale, les gens prennent le papier, ils le lisent. Et s'ils ne savent pas lire, ils font leurs petits-enfants, les mamies, ils font leurs petits-enfants le traduire et lire. Les gens s'informent. On dit qu'on ne s'intéresse pas. On dit qu'on n'a pas des médias. Il y a une surinformation. Contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas un manque d'information, il y a une surinformation. Entre Canal 10, ETV, tous les médias, la Guadeloupe première, l'accès aux chaînes d'information notamment par le numérique. Le Guadeloupéen est surinformé et il a même une pléthore d'informations. Après, c'est à lui de faire le tri. Et ce peuple-là, si c'est un jeune peuple, je rappelle qu'il y a 10 générations, nous étions des biens meubles. Et en 10 générations, nous avons nettement progressé. Nous sommes un des pays au monde où il y a le plus de diplômés de l'enseignement supérieur au kilomètre carré. Nous sommes le pays où il y a le plus de champions du monde rapportés à la population. S'il y a des champions du monde sportifs, il y a aussi des champions du monde de l'intellect. Nous avons 2 prix Nobel dans un petit territoire comme ça. Donc, alors Georges Bouka, voilà. Vous avez parlé tout à l'heure du LKP, de l'obligation vaccinale. Alors si j'ai bien compris tout au long de ce que vous avez dit, vous êtes donc contre le vaccin, contre l'obligation vaccinale. Oui. Alors est-ce que pour vous, dire aux Guadeloupéens ne vous faites pas vacciner, c'est porter une lourde responsabilité, et leur dire faites-vous vacciner, c'est aussi porter une lourde responsabilité? En l'état actuel des connaissances scientifiques, je ne suis pas médecin, mais je lis, je comprends. J'ai quand même fait 7 ans d'études supérieures, donc validé par des diplômes par des facultés. Donc j'ai une capacité d'analyse. Vous analysez ce qui circule de toute façon. Non, je lis des publications scientifiques, je publie moi-même. Je suis membre d'un certain nombre de réseaux de publications, pas dans le domaine médical, mais dans le domaine sociologique, par exemple. Donc, j'ai produit quelques articles sur la sociologie. Donc, j'ai une capacité d'analyse. Donc, on ne va pas acheter chaton sac. Moi, je dis et je regarde l'avancée de la médecine génétique, les thérapies géniques depuis un certain nombre d'années. Je dis ce qu'on nous appelle, ce n'est pas un vaccin. Ce n'est pas un vaccin. C'est une thérapie génique expérimentale en phase 3. Et c'est là où je trouve que c'est entièrement dangereux. L'échantillon qu'on a pris, ce n'est pas un échantillon petit échantillon, c'est la population mondiale. C'est gravissime. C'est-à-dire que si on se trompe, il n'y a pas de recul. Il n'y a pas de marche arrière. Parce que sous la pression et sous la cupidité de l'industrie pharmaceutique,
qui contrôle un certain nombre d'acteurs gouvernementaux. Et il y a des conflits d'intérêts dans toutes les instances qui prennent les décisions, aussi bien au niveau de la Commission européenne qu'au niveau de l'État français. Les instances qui sont amenées à décider sont gangrénées par des gens qui ont des conflits d'intérêts, qui travaillent pour les... Donc la décision n'est pas neutre. Alors aujourd'hui, oui. Comment se dire que c'est vous qui avez raison? Je ne dis pas que j'ai raison ni que j'ai tort. C'est pas... Le problème, c'est moi, je dis qu'il y a dans la Constitution française un principe constitutionnel de précaution. Donc il fallait aller par étapes et ne pas diffuser de manière massive cette thérapie génique dont on n'a pas... Donc il fallait prendre un petit noyau de personnes et... Oui, il fallait continuer. Oui. Donc pour vous, on peut prendre un petit noyau de personnes, avoir des cobayes et puis dire on va tester sur ces personnes-là. Mais comme dans Est-ce que c'est juste? Non, dans toute c'est pas juste, c'est plus important de libérer un produit dont on n'a pas mesuré l'ensemble des effets secondaires sur l'ensemble de la population mondiale. C'est encore plus grave. Alors justement, quel est l'intérêt de vacciner une population mondiale, comme vous dites, dans un phénomène de masse? Quel est l'intérêt pour les gouvernements de faire ça? Le discours d'aujourd'hui, le discours de la parole publique étatique est décrédibilisé. Parce qu'on a soumis les populations, et notamment à la France, c'est un exemple criant de cela, d'injonctions paradoxales. C'est-à-dire qu'à un moment, la parole publique tâtonne, on nous dit portez le masque, ne portez pas le masque. On nous dit que le vaccin nous protège des formes graves. On nous dit que le vaccin, ce qu'ils appellent le vaccin, je rappelle, c'est pas un vaccin. Donc, cette thérapie génique empêche les contaminations. Finalement, on dit ah non, finalement, non. Alors, je reviens à ma question. Quel est l'intérêt, Georges Bocard, de tous les gouvernements de vacciner leur population, sachant que, bon... ne sachant pas, justement. Les gouvernements ne savent pas. Mais ils ne savent pas plus que... Non, ils ne savent pas. C'est quand même grave de non, ils ne savent pas plus. Les gouvernements ne savent pas et ils se disent on va faire les choses. On est dans une stratégie, en sociologie, on appelle ça une stratégie tâtonnante, la stratégie des petits pas. On devrait être prudent, on devrait être beaucoup plus prudent. Puisqu'on nous a affirmé, par exemple, on nous a vanté l'État d'Israël, 90% de vaccinés, tout allait bien. N'allons pas jusque-là, prenons l'exemple de Cuba. Cuba que beaucoup aiment, Cuba en référence, puisqu'on sait que la santé à Cuba, c'est très important. On dit qu'on trouve les meilleurs médecins à Cuba. Et à Cuba, où on fait la promotion du vaccin, où ils disent il faut absolument que la population se fasse vacciner. Se fasse vacciner, mais la différence entre le vaccin Pfizer, Moderna, parce qu'il y a des différences, parce que là aussi je dis les populations scientifiques. La différence entre le vaccin Cuba au stade, parce que le Cuba n'a pas encore révélé l'ensemble des caractéristiques de son... Cuba continue à travailler encore sur son vaccin. Oui, tout à fait. Vous l'avez lu, ça? Oui, absolument. Et pourtant, la population est déjà vaccinée. La population est vaccinée. Mais la technique, ce n'est pas une technique d'ARN messager. Ils sont dans une technique de recombinaison protéinique qui n'est pas l'ARN messager. Donc, on parle d'une forme atténué du virus c'est ça le vaccin. Un vaccin, c'est ça. Le vaccin de la Donc vous êtes prêt, si vous le pouvez, aller vous faire vacciner à Cuba? C'est pas aujourd'hui en l'état de l'art de Cuba, et vu le peu de recul qu'il y a, non. Parce qu'il y a des traitements, on fait comme s'il n'y a pas que le Covid, c'était comme Ebola. On a le Covid, on meurt, il faut se faire vacciner. On a le Covid, on meurt pas. J'ai eu le Covid en août 2020. Je sais de quoi je parle. J'ai eu le Covid, j'ai eu le Covid en mars, en août 2020. 3 semaines après, j'étais sur pied. Et je n'ai pas pris de vaccin. Je n'ai pas pris de vaccin. J'ai pris de l'amoxicilline
qui est une Vous n'aviez pas de comorbidité. Je n'avais pas de comorbidité, mais je veux dire que le Covid n'a pas un taux de létalité à 100%. C'est pas Ebola. On veut nous faire croire que le Covid c'est Ebola, que le variant, le dernier variant c'est Ebola. Donc on va tout le monde. Regardez le nombre de morts. Que dira ça? Il y a des morts. Mais alors, parlons pour la Guadeloupe, le nombre de morts. Le nombre de morts. Et là, je suis extrêmement, comment dire ça, préoccupé et même en colère contre le management de cette crise en Guadeloupe. Je le dis avec solennité. Je dis que quand on regarde la gestion de la pandémie en Guadeloupe avec depuis janvier, le premier semestre à peu près 700 morts. C'est énorme. Ramené à la population française, c'est 52 000 personnes. 52 000 personnes en France, c'est plus autant que la canicule qui avait tué toutes nos personnes âgées en France il y a quelques années. C'est énorme et les gouvernements avaient sauté, il y avait eu des suites. Nous, on est à ce chiffre-là en Guadeloupe et on continue à être dans la demi-mesure. Je dis par exemple, quand au départ, dans ces fameuses conférences, certains politiques, notamment Éric Jalton, réclamaient à en perdre le souffle des lits de réanimation, des lits de réanimation, qu'on réclamait donc compte tenu de l'état de notre hôpital et qu'on ne l'a pas entendu. Alors ça oui, on revient, mais aujourd'hui, et vous avez parlé d'Éric Jalton et vous avez bien fait, puisque Éric Jalton est pour la vaccination. Donc vous êtes en décalage tous les deux. Éric Jalton est pour le fait de laisser le choix aux gens de se faire. Alors, il est contre l'obligation vaccinale. Voilà, il est contre l'obligation vaccinale, mais pour le vaccin, pour la vaccination. Donc pourquoi ce décalage, puisqu'on sait que vous êtes très proche? Oui, mais on n'est pas des clones. Voilà. Alors est-ce qu'Éric Jalton n'a pas le recul qu'il faut par rapport au vaccin? Ceux qui veulent aller se faire vacciner, libre à eux, c'est une décision individuelle. Libre à eux d'aller se faire vacciner avec la technique de l'ARN messager, s'ils le souhaitent. Mais est-ce que toutes ces personnes n'ont pas de recul justement par rapport au vaccin? Est-ce que toutes ces personnes ne lisent pas? Est-ce que ce sont des personnes ignorantes? Est-ce que ce sont des personnes qui ne sont pas au fait des choses? Je ne dis pas qu'elles ne sont pas au fait des choses, elles prennent à fonction de si vous avez des comorbidités, si vous êtes obèse, si vous avez de l'hypertension, si vous avez le diabète, et que vous considérez que vous êtes un facteur à risque. Vous êtes pour à ce moment-là? Allez prendre le vaccin. Vous êtes pour à ce moment-là? Je ne dirais pas à la personne de ne pas aller se soigner. C'est son choix. Mais c'est son choix individuel. Je ne l'obligerai pas. Sauf que là où nous sommes sortis d'un système démocratique, nous passons dans un régime autoritaire, c'est le fait d'obliger. Donc en fait, vous êtes contre l'obligation, mais pas contre le vaccin. C'est pas que je suis, moi, à titre individuel, je suis contre la technique de l'ARN messager qui, pour moi, on n'a pas suffisamment de recul. On m'a dit que ça fait des années, mais je voudrais avoir, suite à l'autorisation de mise en marché qui est en 2023, pour le Pfizer, 2023, je voudrais avoir la liste précise des effets secondaires comme tous les vaccins. Vous ne pouvez pas me dire de sauter en parachute sans parachute. Alors là, c'est une opinion personnelle. Ce n'est pas une opinion personnelle. On est nombreux à avoir cette même opinion-là. On est prudent. Parce que, on me dit oui, il n'y a pas possibilité que ça modifie le génome humain. Il n'y a pas possibilité, ça reste un petit morceau de graisse. On met de ça à d'autres. On n'a pas
Vous savez, on a pris 80 années pour décrypter le génome, la double hélice. Alors aujourd'hui, Georges Bocard, oui. On voit qu'il y a beaucoup d'élus oui. qui sont pour la vaccination, oui. beaucoup d'élus qui disent qu'il faut sensibiliser la population. On retrouve même des prêtres, des gens qui aujourd'hui disent il faut... Alors, comment doit se positionner cette population? Cette population doit aller voir son médecin. Je reprends la même ancienne que nous disons au sein du mouvement LKP et les 30 organisations dont le Paris. Allez voir votre médecin. Parce que le LKP aussi ne dit pas nous sommes contre le vaccin. Non. Le LKP dit nous sommes contre l'obligation vaccinale. Contre l'obligation et le pass sanitaire. Encore oui, absolument. Mais dans le LKP, il y a des gens qui sont vaccinés. Le premier secrétaire de la CGTG, il a publiquement dit qu'il sait qu'il est... il assume. Donc, ça ne l'empêche pas d'être en pointe dans le combat contre l'obligation et le pass sanitaire. C'est notre socle commun. Nous nous sommes réunis, les 30 organisations, le 17 juillet, pour prendre c'est le plus petit dénominateur commun que nous avions. Et je rappelle quelque chose de très important, que la population le comprenne bien. Nous sommes réunis le 17 juillet. Et quand on dit que c'est nous qui empêchons à la population d'aller se vacciner, foutaise à d'autres. Depuis quand le vaccin est mis en place? Pourquoi la population, ça fait pratiquement plus de 9 mois précédemment, si M. Macron n'avait pas prononcé son discours le 12 juillet, il n'aurait pas eu cette coalition d'organisations. On n'était pas passé à l'obligation vaccinale. Alors que lui-même, 3 mois avant, publiquement, il disait qu'il était contre l'obligation. Donc là, vous axez sur l'obligation vaccinale et on a bien compris. Oui. Et le pass sanitaire, c'est ça. C'est deux mesures. C'est plus une question d'être contre le vaccin, mais c'est l'obligation vaccinale. Maintenant, il nous reste très peu de temps, mais j'aimerais vous entendre, puisque vous êtes là quand même pour nous dire les choses. Certains auteurs de dégradation de radars ont été identifiés. Selon vous, doivent-ils être sévèrement punis? Non, alors là, moi, j'ai toujours dit, et je répète encore une fois, que c'est nos institutions qui font défaut. Cette décision d'implanter des radars devrait avoir fait l'objet d'un vrai débat avec les forces... les élus, les forces politiques qui représentent la population. Mais le préfet Gustin a toujours dit qu'il peut le prouver, que ça a été une discussion avec les élus. Non. On a reçu ça là où ça devait être implanté, le nombre de radars, etc. Attendez, moi je suis dans le système. Je ne suis pas de ce système, mais je suis dans le système. Donc je veux dire que non, à d'autres. Et pourquoi les élus n'ont pas démenti? Mais certains élus ont démenti, certains élus ont même refusé. Certains élus ont refusé l'implantation sur le territoire de radar. Donc, ce qu'il y a... moi, le radar, c'est pas tellement le radar, c'est la technologie, ce sont les technologies qui sont derrière. Là encore, c'est une question de vigilance. Je ne veux pas être comme dans la République populaire de Chine, c'est-à-dire avoir des dispositifs de reconnaissance faciale qui permettent de catégoriser les bons et les mauvais citoyens. Vous faites la queue en Chine, vous êtes considéré comme un mauvais citoyen, eh bien, il y a un écran qui s'allume. Est-ce qu'on ne parle pas de sécurité routière là? Non, mais c'est pas. Mais ces dispositifs-là, ces logiciels-là sont des logiciels français. Ce sont des logiciels qui sont mis en place à n'importe quel moment. Cette technologie qui est dans ces radars tourelles peut être modifiée. Donc il faut être absolument vigilant. Tout ce qui vient de la France doit être suspecté. Non, c'est pas ça que je dis. Non, c'est pas ça que nous sommes dans une république. Il y a un génie français des mathématiques, de la politique, de l'administration. Donc je suis aussi le produit de ce système-là. Donc je ne peux pas cracher sur une partie de ce que je suis. Mais je suis avant tout un Guadeloupéen
épris des libertés fondamentales, épris d'une vigilance. Nous sommes le produit d'une histoire. Certains de nos grands-parents se sont sacrifiés. Ils sont allés défendre les Français pour les libérer du joug de la tyrannie nazie. Ils sont partis à la Dominique. Ils ont sacrifié pour que nous, aujourd'hui, nous puissions avoir ce type d'émission et parler comme je parle. Donc, par rapport à ça, je suis absolument un républicain extrêmement vigilant et je ne peut pas, dans le cadre de nos raisons politiques que nous avons montées sur l'écologie, être complaisant. Concernant la dégradation des radars, que dites-vous? La dégradation des radars, le manque de concertation préalable induit une tension sociétale qui explique que certains donc ces personnes ne doivent pas être punies? Non, dégradation de biens publics, il y a des textes de loi, pour l'instant on respecte les lois de la République, sauf que quand les lois deviennent anti-démocratiques, à ce moment-là on se trouve en état de légitime défense, comme pour le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Donc tout ça pour vous dire, cher Yvelis, qu'en fait on est dans un tournant de société. Quel type de société nous voulons bâtir à ce début du XXIe siècle? Est-ce une société à la chinoise où les libertés sont de plus en plus réduites avec des technologies de contrôle d'accès, de contrôle des déplacements? Après le pass vaccinal et l'obligation sanitaire, c'est peut-être la puce infra qu'on va nous implanter pour nous faire nous suivre à la trace. Si on accepte ça, si on accepte cette obligation et ce pass sanitaire qui n'a même plus d'objet, puisque aujourd'hui les vaccinés contaminent autant que les non vaccinés. Quel sens? Ça n'a pas, c'est une aberration. Alors nous sommes dans une société où nos élus n'ont pas de sens et nous emmènent à des aberrations. Mais il faut que les élus, il faut que la classe politique se réveille, parce que le peuple va se réveiller. Moi je ne suis pas inquiet. Et pourquoi ce décalage entre la classe politique et le peuple? Parce que aussi, certains pourraient s'exprimer, mais il y a certains qui sont... vous avez quand même remarqué, je dis c'est pas un hasard, on a fait monter certains au Montverguin en série, juste avant tout cela. Donc il y a certains qui ont quand même quelques petites craintes par rapport à leur situation et peut-être qu'il y a peut-être des consignes qui sont passées, parce que moi j'ai remarqué comme par hasard que juste avant que le passage de M. Lecornu et de M. Véran, certains n'avaient pas pris de position. Juste après, ils sont devenus farouchement pro-vaccin, parce qu'ils ont reçu des instructions. Ils ont reçu des instructions. Est-ce qu'Éric Jalton a reçu des instructions? Je ne parle pas d'Éric Jalton. Je ne parle pas d'Éric Jalton. Je parle de... Parce qu'il se dit un homme libre et il a dit oui, il est un homme libre à la vaccination. Oui, il a dit également qu'il est pour le respect des libertés individuelles en matière donc de passe sanitaire. Et il est contre l'obligation vaccinale. Il l'affirme. Il a toujours affirmé. Haut et fort. Haut et fort. Je ne parle pas de lui. Il y en a d'autres qui se reconnaîtront. Il y a d'autres qui se reconnaîtront. On connaît bien les positions. Hein. Il y en a qui se mettent en scène avec des clips. Allez vous faire vacciner, allez vous faire vacciner, allez vous faire vacciner. On voit que le président de l'association des maires est pour. Oui, alors mais en plus pour la vaccination. Tout à fait, lui. Mais alors moi je dis à Jocelyn Sabotier, je suis membre fondateur comme lui du groupement Guadeloupe Pluriel Solidaire, ok, puisqu'on a des élus dans ce groupement. À aucun moment, le groupement ne s'est réuni. À aucun moment, le groupement ne s'est réuni pour prendre aucune position. Il ne peut pas, lui, aller dans les médias et parler au nom du GPS, dire que c'est la position du GPS. Le GPS ne s'est pas réuni. Il n'a pas eu mandat pour ça. Donc, il s'est engagé personnellement, mais il n'engage en tout cas. Vous lui demandez de se taire? Je ne dis pas de se taire. Je lui dis que de réunir le GPS, qu'on fasse le débat, et à ce moment-là, on prendra une position. Mais... En tout cas, l'élu que nous avons dans le GPS, M. Patrice Pierre-Gestin, ne se sent pas lié par la position de M. Gestin Sabotier, parce que nous ne sommes pas réunis.
il n'y a pas eu de débat non plus dans le groupe Pays Guadeloupe dans lequel nous étions aux élections. Donc il faut faire ces débats-là préalablement avant de prendre position. Ça, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Merci Georges Boucard d'être venu sur ce plateau. Merci aussi à vous téléspectateurs de nous suivre. Nous nous retrouvons pour une autre émission politique, non pas demain, mais vendredi. Et puis continuez à suivre nos émissions. Excellente soirée à tous.